Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée pour vous parler de l'effondrement de l'Empire romain, pour expliquer les causes de l'effondrement de l'Empire romain. Alors je fais cette vidéo parce que j'en ai parlé dans un de mes lives, les gens avaient apprécié le passage que j'avais fait sur l'effondrement de l'Empire romain, et puis comme on m'a reposé la question, et c'est prévu que j'écrive un article pour mes prochains livres sur ce sujet-là. Et comme on m'a posé la question, souvent on m'a demandé de reparler de ce sujet, je vais vous parler de l'effondrement de l'Empire romain, mais en ne vous parlant pas des dates, en ne vous parlant pas des individus qui ont fait l'histoire de Rome et qui ont accéléré ou ralenti ce que fut l'Empire ou son effondrement, hein. Je vais vous parler des vraies causes de l'effondrement de l'Empire romain, qui sont des causes organiques et énergétiques. Tout peut être compris d'une façon énergétique, et c'est souvent sans brumer la vue que d'essayer d'y voir de l'émotionnel, d'y voir des relations humaines. Tout ça a effectivement un certain intérêt, mais pour vraiment comprendre le fonctionnement du monde, il faut le voir en relation énergétique des choses entre elles. Et vous allez comprendre que l'effondrement de l'Empire romain est avant tout une sénescence, une dégénérescence d'un organisme qui a fini de croître, qui a atteint sa taille maximale et qui ne pouvait plus perdurer comme il était, donc qui a fait un effondrement interne parce qu'il ne trouvait plus assez d'énergie à l'extérieur pour se nourrir. Puisque les hommes, les cellules, les États et les empires ne sont que des organismes qui ont pour but d'aller chercher l'énergie et de la conserver pour rester en vie. Il faut concevoir les États, les cités, les pays, les empires comme des organismes et pas comme des choses culturelle. La culture est là, elle existe, mais elle fait en vérité partie intégrante de la biologie et de l'organisation organique des choses. Donc de la vie en elle-même. Donc je vais vous expliquer un peu d'une façon très simple, sans y mettre de noms, d'empereurs, de régions. Je vous explique, peut-être je vais en parler un peu, mais je vais vous expliquer un peu là comment s'est effondré l'Empire romain, et c'est extrêmement simple de comprendre ça. L'Empire romain est un empire qui était très bien administré, donc c'était Rome qui attirait à elle toute l'énergie de ses colonies. Rome était un État qui avait réussi à s'imposer dans la région, donc s'imposer parmi les autres États, les autres villes, s'imposer sur la région en éliminant la concurrence énergétique et en ayant une meilleure organisation et un meilleur commerce et des meilleures voies commerciales plus sûres et mieux organisées. Pour ça, Rome avait généré des routes qui lui permettaient, comme en fin de compte les vaisseaux de notre organisme, d'acheminer, comme les veines et les artères, d'acheminer l'énergie à Rome et d'aller la chercher. Donc, tout un réseau routier dendritique qui se répandait dans tout son empire. Pour cela, elle avait bien sûr besoin d'administrateurs pour administrer les régions, de légions pour imposer justement sa loi, donc ses impôts et la prédation sur les régions qu'elle allait coloniser, tout simplement, pour aller chercher l'énergie et la ramener à Rome, Rome qui attirait à elle, Rome flambeau de l'Occident, tous les gens qui voulaient tenter fortune et qui apportaient à Rome leur savoir, leur puissance intellectuelle et aussi leurs petites mains pour produire et permettre à Rome de devenir cette grande entité organique composée d'individus extrêmement performants mais aussi de laborieux qui pouvaient mettre au point des solutions de prédation sur le monde
donc sur l'Empire romain. Donc Rome attirait à elle énormément de gens. Rome grossissait puisqu'elle attirait. Si on ne veut pas être dominé par Rome, autant aller à Rome pour essayer de s'en sortir et avoir une meilleure vie, puisqu'on faisait valoir dans l'Empire Rome comme la lumière, le flambeau de l'Occident, comme la perle qui dominait, c'était la culture, un peu comme les Romains font avec les Américains font avec leur cinéma, ils amènent la culture américaine par leur cinéma, par leur production, et on a envie d'être américain. En vérité, on a envie de se soumettre au commerce des Américains. C'est une façon très judicieuse de pouvoir influencer les gens pour qu'ils viennent, qu'ils nous donnent leurs meilleurs esprits et leurs individus les plus forts pour pouvoir continuer à bâtir. Donc Rome grossissait en attirant, comme un lampadaire attire les insectes le soir, toutes les personnes qui venaient à se faire concurrence à Rome pour pouvoir essayer de réussir leur vie, de vivre mieux. Bien sûr, il y a de la casse, comme dans toutes ces grandes métropoles, dans ces grandes villes, beaucoup d'appelés et peu d'élus, mais des gens qui s'enrichissent beaucoup plus quand ils réussissent que s'ils restent dans les provinces romaines. Donc tout le monde venait à Rome, Rome grossissait, et plus Rome grossit, plus elle a besoin d'étendre ses dendrites, donc ses routes commerciales, dans un empire de plus en plus vaste. Le problème, c'est qu'arrivé à un certain moment, l'empire romain, se trouve limité soit par la mer, côté Atlantique, soit par le désert, côté méditerranéen, quand elle a franchi la Méditerranée, soit au nord par des forêts plus ou moins touffues de sapins, où il y a peu, en vérité, de ressources à ramener, en fonction de l'époque, bien sûr, puisqu'ils avaient la technique et les moyens de l'époque, donc des zones qui ne sont pas tellement rentables, mais qui sont peuplées d'individus capables de résister et qui vont commencer à faire des prédations sur l'Empire romain qui, lui, est plus développé au sud. Donc on est tout le temps dans des relations de prédation énergétique, puisque cette espèce de loi qui régit le monde, c'est l'homéostasie calorique, qui fait que quand une énergie est accumulée quelque part, elle n'y reste pas longtemps, puisque l'énergie est faite pour se répandre d'une façon homogène. Donc, à ce moment-là, les peuples qui en ont moins essayent de venir chercher l'énergie là où elle est. Et quand tu es Rome, tu essayes de chercher l'énergie partout. Si tu n'as plus la possibilité de garder tes frontières, tu commences à te les faire bouffer. Et le problème, c'est que les gens continuaient à venir à Rome, puisque Rome attirait par sa splendeur, par ses édifices, par toute la publicité qu'elle faisait pour attirer les gens, et pour pouvoir aussi imposer son empire, pas forcément d'une façon militaire, puisque si tu l'imposes trop d'une façon militaire, tu vas trop brimer les gens qui vont faire des rébellions, donc c'était toujours un juste milieu. Donc Rome grossissait de plus en plus, mais en grossissant de plus en plus, elle finissait par ne plus avoir assez d'énergie, et elle finissait par s'étouffer, puisque ces dendrites qui sont ces routes n'arrivaient plus à s'étendre assez loin pour aller pomper de l'énergie, tout simplement. Ces routes qui sont sécurisées par les légions, construites aussi en partie par les légions et leurs génies, puisqu'ils avaient une grande technique de construction des routes, puisque les routes sont en fin de compte les acheminements énergétiques qui vont à Rome, et en même temps les légions qui vont dans cet empire chercher l'énergie pour Rome, et la ramener. Et puis les commerçants qui viennent ramener l'énergie à Rome. Malheureusement, Rome grossissait trop, les dendrites ne pouvaient plus s'étendre indéfiniment, elles n'y arrivaient plus. Rome commençait à s'affaiblir de l'intérieur, puisque trop de monde qui vient attiré par la lumière. Rome avait grossi, trouble interne, dû au manque énergétique, puisque les dendrites que sont les routes ne peuvent plus ramener assez d'énergie. Je vais vous montrer un peu ce qu'était Rome à l'époque, c'est toujours intéressant de voir l'Empire romain, voilà. Vous voyez que c'était quand même énorme sur cette carte, tout allait à Rome. Puis alors je vais vous montrer une très très bonne carte qui est faite. Alors là ce sont des voies d'acheminement modernes de Rome. On voit que c'est, on dirait le blob, vous savez, cet organisme qui colonise l'espace en filaments et qui se répand et se déplace en envoyant ces dendrites
Alors voilà ce qu'est Rome. Alors maintenant, ça c'est une vision actuelle, mais c'était plus ou moins ça, un peu moins dendrité. Vous voyez ce que c'est que toutes les routes qui mènent à Rome, c'est tout le temps sympa à voir ça. C'est véritablement ça, hein. Donc c'est assez impressionnant. Alors là, ce sont les routes qui mènent à Rome, mais on pourrait voir d'autres routes, hein. Celles qui mènent à Paris, hein. Vous allez voir, celles qui mènent à Paris, toute la France, ça fait un peu la même chose. Ce sont en fin de compte, les villes sont des organismes, hein, tout simplement, qui attirent l'énergie à elles, hein. Et puis quand on peut voir l'Amérique, c'est pareil avec des villes principales, on regarde les principales villes et leurs moyens, hein. Ça se passe toujours de la même façon. Les villes sont des organismes, hein. Les voir comme des constructions culturelles, c'est sympa, mais ce sont des constructions culturelles et organiques en même temps. Et là, vous avez les dendrites de toutes les principales villes d'Europe, hein. C'est assez intéressant à regarder, c'est très très bien de voir ces cartes-là, c'est pas du tout faux, hein. Bien sûr, il y a d'autres routes parallèles qui les coupent, hein, mais ça, ce sont les routes des principales villes d'Europe. Vous voyez que Rome, en fin de compte, qui était la principale ville, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait quelques grosses villes, pompait énormément d'énergie et arrivait sur un milieu où elle ne pouvait plus pomper d'énergie. Donc, le problème, c'est que Rome avait monté une classe moyenne importante, de plus en plus importante, et vous savez qu'en général, les troubles commencent par l'appauvrissement de la classe moyenne, hein. Donc pas des pauvres, parce que les pauvres et les esclaves, on a encore des esclaves modernes actuellement, hein. Comme je dis tout le temps, si tu payes ton loyer, ou si tu es écrasé par un crédit pour ton logement, donc tu n'es pas propriétaire, hein, de ton logement, hein, puisque soit c'est ton logeur euh, qui est propriétaire de ton logement, soit c'est la banque si tu as un crédit, hein. Donc la plupart des individus, par exemple en France, sont des esclaves, puisqu'à la fin du mois, quand ils ont payé leur crédit ou leur logeur et qu'ils ont acheté de quoi vivre, ils n'ont plus d'argent, c'est-à-dire, ou même des fois ils sont en négatif, c'est-à-dire qu'ils sont des esclaves, puisqu'un esclave c'est celui qui travaille pour un maître, mais qui n'a pas de logement proprement parler et qui travaille pour rien. Bah oui, souvent quand tu es en France, à la fin du mois il te reste rien et tu n'es même pas propriétaire de ton logement, donc tu bosses uniquement pour manger chez un maître, hein. C'est un esclavage moderne qu'on ne te montre pas. À Rome, il y en avait plein, il y avait aussi une classe moyenne, mais en général, les révoltes se font par les classes moyennes qui ne veulent pas, qui sont un peu plus cultivées. Le pauvre et l'esclave, il est harassé par le travail, hein, comme je dis tout le temps, le pauvre pue et est con parce qu'il n'a pas le temps de prendre soin de lui et il n'a pas le temps de s'instruire. C'est pas parce qu'il est bête à la base, c'est parce que le système l'écrase tellement qu'il n'a pas de quoi développer son esprit et il reste un esclave toute sa vie, hein. Et on va un peu l'abêtir avec la télé, les émissions idiotes, et puis on va le calmer avec des addictions à de la consommation pour donner l'impression de pouvoir avoir un peu de liberté, de choisir une merde ou deux en fin de mois ou en début de mois plutôt, ce qui va le calmer, lui donner l'impression qu'il a la liberté d'acheter 2-3 merdes. Ça, c'est les esclaves modernes. Mais globalement, en général, ces gens-là, c'est pas ceux qui font les révolutions. Ceux qui font les révolutions, c'est ceux qui commencent à s'élever, qui commencent à être puissants, à concurrencer un peu les classes dirigeantes, et si cette classe moyenne qui devient importante commence à avoir une perte d'énergie, eh ben elle va fomenter des révolutions. C'est ce qui arrive à Rome, c'est ce qui arrive partout, c'est ce qui pouvait arriver en Chine, mais ils nous ont fait la crise du Covid-19 parce que justement ils ne voulaient pas perdre cette classe moyenne qui est de 420 millions de Chinois qui commençaient à s'appauvrir, donc ils ne voulaient pas, hein, j'explique aussi que ça se passe maintenant aussi, hein. Donc comme ils ne voulaient pas de révolution chinoise, ils nous ont fait le Covid-19. Alors c'est pas, ils ont peut-être utilisé le Covid-19 qui est apparu d'un coup, ils l'ont peut-être sorti, je ne sais pas, pour clouer le monde entier qui voulait, en tout cas les pays occidentaux, et l'Amérique et l'Europe, à part l'Allemagne qui bosse avec, même l'Allemagne peut-être un peu, qui voulait recentraliser les productions qui étaient de Chine en Europe et aux États-Unis, ce qui aurait créé un effondrement de la classe moyenne chinoise, donc des révolutions. Donc Rome, elle, a subi un effondrement de la classe moyenne romaine, donc des troubles internes, à cause justement de problèmes d'approvisionnement énergétique venant de l'Empire romain, des confins de l'Empire romain qui ne pouvaient plus s'étendre, alors que Rome continuait à grossir, attirant de plus en plus de personnes jusqu'au moment où il n'y avait pas assez d'énergie à Rome même et des crises internes par baisse énergétique des classes moyennes qui voyaient leur appauvrissement et qui ne comprenaient pas qu'en haut, ils essayaient de conserver leur puissance. Donc ça crée des dissensions internes,
ce qui abaisse encore plus l'arrivée d'énergie, puisqu'on se met à moins bien gérer les régions, les colonies romaines, puisqu'il y a des crises internes, il y a des dissensions internes, et à ce moment-là, tous les barbares des bords de l'Empire en profitent pour descendre sur l'Empire et piller, puisqu'il y a moins de cohésion dans l'Empire à cause de cette crise énergétique, et à ce moment-là, ils commencent à perdre de l'énergie sur les bords de l'Empire, ils commencent à avoir des invasions de nations qui étaient un peu soumises ou qui étaient sur les bords, qui voient cette énergie qui descendent sur l'Empire romain pour prendre leur part, pour récupérer de l'énergie et mieux vivre tout simplement, alors que Rome ne peut plus défendre son empire qu'elle avait imposé par la force, et aussi par sa culture, mais par la force de ses légions. Comme les dissensions internes, c'est pas possible. Donc c'est la sénescence d'un organisme qui ne trouve plus par ses dendrites de route assez d'énergie et qui commence à s'effondrer de l'intérieur, limitant justement la bonne gestion extérieure par ses légions romaines et par son administration qui commence à ne plus être très bien dirigée parce qu'il y a des problèmes internes, une dégénérescence, une sénescence du noyau cellulaire qui est Rome et qui entraîne progressivement un effondrement, une porosité des régions, et certaines même à l'extérieur, profitant de cela pour essayer de faire sécession et de ne plus être soumis aux impôts romains. Il n'y a pas que des attaques de barbares, il y a aussi des zones extérieures qui à ce moment-là s'aperçoivent que Rome ayant de plus en plus de monde, essaye de prendre de plus en plus d'impôts partout, ce n'est plus valable, les légions romaines ne sont plus bien gérées, parce que le centre, le cerveau commence à partir en couille, et à ce moment-là, on peut voir apparaître des troubles dans les régions romaines et une dislocation progressive de l'Empire romain. C'est tout simplement un système organique qui est en train de s'effondrer. Donc on n'a pas besoin de mettre des noms d'empereurs, de dire que Marc Aurèle était le dernier empereur qui gérait bien, et ensuite Commode a commencé à partir en couille, une mauvaise gestion. C'est tout simplement une question organique, et un problème qui a pour cause justement trop de personnes qui viennent à Rome et pas assez d'individus pour pouvoir gérer l'extérieur. Et le mal était là avant, le cancer était déjà là avant l'arrivée de Commode à Rome. Pas Commode le meuble, Commode le fils de Marc Aurèle, je crois, c'est ça. Donc voilà, je dis ça, je fais le cultiver, c'est parce que j'aurais bien regardé Netflix. Je m'en fous un peu des noms à la base, donc voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe toujours dans les empires. Alors on peut voir, ça me fait rire, j'ai parlé de la Chine, mais je peux vous parler aussi de la Russie. Là j'ai une petit truc marrant à vous dire, parce que je voulais m'acheter The World of Tanks, parce que j'aime bien les tanks. Je vais m'acheter un Storm Tiger. Je voudrais jouer avec un Storm Tiger, j'aime bien les Storm Tiger, vous regarderez ce que c'est. C'est un char allemand de la Seconde Guerre mondiale, je l'aimais bien, pour démolir des blocs d'immeubles entiers. Et comme je voulais jouer à ce jeu, avec ma copine, je voulais l'acheter, puisqu'elle joue aux jeux vidéo. Moi, je suis un vieux, je joue pas trop, donc je vais l'acheter ça. Puis je regardais, mais qui a construit, qui a fait ce jeu, The World of Tanks, et je me suis aperçu que ce jeu était un jeu biélorusse. Et alors pourquoi biélorusse ? C'est un peu parce que, tout simplement, et vous allez voir, c'est un rapport avec Rome, c'est que l'Empire russe, la Russie, est un empire qui gère, en fin de compte, un territoire immense, comme Rome gérait son territoire, ses colonies romaines, et la Russie en réalité gère un immense territoire qui va de Moscou jusqu'en Sibérie, en passant par en allant jusqu'au bord de la Chine, la Mongolie, tout ça. On n'est pas loin, les républiques du Caucase, donc un énorme empire, qui a besoin d'être sécurisé parce qu'il y a des routes du gaz, des routes énergétiques très importantes, et pour cela, ils ont besoin d'énormément de tanks, puisqu'ils ont un territoire terrestre énorme. L'armée américaine a une énorme marine, et la Russie, elle, a énormément de tanks, et pour en fin de compte assurer tout simplement son acheminement énergétique et la défense de ses frontières. Donc rien que la Russie, je regardais, ils ont 18 000 tanks. Quand je parle des tanks, c'est des gros tanks, c'est pas tous les autres blindés, c'est des gros chars. Ils ont 18 000 chars. Et par exemple, l'Amérique n'en a que 10 000 et la Chine 8 000. Donc vous voyez quand même que c'est conséquent.
Et en fin de compte, pour motiver les jeunes à rentrer dans l'armée russe, pour en vérité sécuriser les routes d'approvisionnement énergétique qui passent dans la Russie et qui vont à Moscou, Saint-Pétersbourg ou ailleurs, qui sont les gros centres, il faut des tanks pour sécuriser ce vaste territoire qui va jusqu'au Caucase, jusque dans ces régions du sud. Donc il faut, près de la Caspienne, où il y a plein de gaz et de pétrole, donc il faut beaucoup de tanks et on va donner l'envie à des jeunes d'entrer dans la Légion russe. En vérité, c'est une entrée tankiste en Russie pour pouvoir, en fin de compte, permettre l'acheminement d'énergie en Russie. Donc c'est pour ça que The World of Tanks est visiblement un jeu biélorusse, et en vérité c'est un jeu qui doit être par le dessous, fait d'une façon de propagande pour générer le besoin chez les jeunes russes de rentrer dans l'armée. Vous voyez, c'est marrant les jeux vidéo, mais c'est véritablement ça, un peu comme à l'époque les Américains, quand ils étaient les maîtres du monde, ils avaient fait Top Gun pour, en fin de compte, donner la motivation à des jeunes de rentrer dans l'armée américaine. C'est toujours comme ça, pour aller par la mer, et avec leur porte-avions, dominer le monde pour ramener l'énergie en Amérique. L'Amérique étant un État embordé de mer qui va essayer de s'imposer avec ses porte-avions, la Russie s'imposant avec ses tanks, parce que ce sont des voies maritimes d'acheminement énergétique pour l'Amérique. C'est intéressant, c'est tout ça, ce sont des organismes. Donc l'effondrement de Rome est dû tout simplement à trop d'énergie, pas assez d'énergie qui rentre dans une Rome qui attirait trop d'individus. Donc effondrement interne et manque d'énergie à l'extérieur, puisqu'on n'arrivait plus à s'étendre en dendrite en route, et on n'arrivait plus à sécuriser ces routes, donc effondrement progressif de l'Empire qui part en morceaux, et des barbares qui viennent essayer de rentrer, puisque ça s'est affaibli, tout simplement, la dégénérescence d'un organisme. Alors pour ça, je pourrais parler aussi de l'Égypte au niveau énergétique. On peut se poser la question, pourquoi l'Égypte a duré si longtemps sans s'étendre, parce que tout simplement elle ne le pouvait pas, comme je dis tout le temps. Pourquoi le chien se lèche la bite, le sexe, tout simplement parce qu'il peut. Et si l'Égypte ne s'étend pas, c'est parce qu'elle ne peut plus s'étendre, parce qu'autour d'elle il y avait le désert. Donc elle était obligée de générer une gestion administrative de haute qualité, occuper son peuple à tirer ou pousser des pierres pour faire des grandes pyramides et ne pas remettre en cause l'ordre en place et le pouvoir de Pharaon. Mais comme ils étaient bien alimentés, tout ça ne posait pas de problème, et pour ça que l'Égypte n'a pas fait de campagne de colonisation, parce qu'elle ne pouvait pas autour d'elle, elle avait déjà tout sécurisé